Le 20 mars, et c'est à vous que je vais l'apprendre, est une journée consacrée effectivement au respect du droit, de l'état de droit, de la justice. Ce 20 mars, nous y reviendrons, postule quelques revendications aussi que l'Association syndicale des magistrats a mis en ligne. Mais il y a aussi cette question lancinante, qu'est-ce qui reste d'un état de droit lorsque les jugements ne sont pas exécutés? Est-ce que c'est encore une démocratie? L'occasion déjà sans doute aussi de revenir, en tout cas de ma part, je n'y manquerai pas, le cas échéant, sur cette opposition un peu bizarre que l'on fait maintenant et que les médias contribuent à accréditer d'un système politique où l'on verrait d'une part un exécutif de plus en plus fort et investi versus un pilier judiciaire chargé à la limite de dire, voire de fabriquer le droit et la loi, dans la mesure où les parlements ou se démettent, ou sont démis, ou sont mis de plus en plus souvent entre parenthèses. Sont-ils, cela dit, niés aussi dans leur exercice et leur plein exercice? Je crois qu'on y reviendra, mais la question centrale, c'est évidemment l'inexécution des jugements. Est-ce que cela rend encore possible une démocratie? Pour nous en parler, un panel, et peut-être immédiatement demander à Marie Messiaen, en tant que présidente de l'Association syndicale des magistrats, de nous éclairer sur le choix de ce thème. Marie. Donc depuis 2015, le 20 mars est la journée de la justice. Et en 2015, nous étions 3000 avocats, magistrats dans le palais de justice de Bruxelles pour dénoncer à ce moment-là un manque criant d'investissement dans la justice. C'était inédit comme rassemblement. Et ce rassemblement s'est renouvelé chaque année à la même date, mais cette fois-ci au sein d'une coalition, on pourrait dire d'une plateforme organisée qui rassemble de très nombreuses associations et institutions, et rien qu'en cela, c'est inédit et ça démontre la gravité de la situation. Il y a, nous sommes les barreaux, alors cette année malheureusement le barreau néerlandophone n'est plus avec nous, mais le barreau avocat.be, les ligues des droits humains, Liga van Mensenrechten, le SAD, les associations de magistrats, parmi lesquelles l'Union professionnelle de la magistrature, l'Association syndicale des magistrats, l'Union royale des juges de paix et de police, mais aussi du côté néerlandophone, magistrature et le maatschappij. Et je vais certainement oublier, mais le CCM également, une institution, la seule institution démocratique, puisqu'elle est élue par la base des magistrats, qui est le Conseil consultatif des magistrats. Et en 2019, dans le cadre de la campagne fédérale en vue des élections, nous avions donc réussi à élaborer 6 revendications communes qui touchaient vraiment à l'essence de l'état de droit. Et quand je dis revendications, c'est très important de rappeler dès le début que nous ne revendiquons rien pour nous. Nous revendiquons pour le justiciable, pour le citoyen, un accès à la justice, une justice de qualité, mais cela nécessite certaines modalités, moyens financiers, mais aussi conditions respect de fondamentaux constitutionnels, et parmi lesquels l'inexécution des décisions de justice est un lourd problème. Et c'est ainsi que cette année, nous avons décidé de mettre en avant cette question très problématique. Donc la question de jugements qui sont rendus, jugements ou arrêts qui sont rendus, qui sont définitifs, qui ne font plus l'objet d'appel, et qui ne sont malgré tout pas exécutés quand c'est le gouvernement qui est débiteur de cette obligation, qui doit les exécuter. Alors parfois ce sont de simples commentaires, nous avons tous, ça remonte déjà à quelques années, mais ça reste dans la plupart des esprits. En 2016, Theo Franken qui avait refusé d'exécuter plusieurs décisions du Conseil contentieux des étrangers, qui enjoignait à la Belgique de délivrer des visas humanitaires à des Syriens, décision qui avait été confirmée par la Cour d'appel qui avait imposé des astreintes, mais voilà, il a continué à dire qu'il n'exécuterait pas. En avril 2021, dans un autre contexte du Covid, le ministre Van den Broek s'était dit pas impressionné par une décision qui après a été réformée, mais qui à ce moment-là était exécutoire du tribunal de référé de Bruxelles qui déclarait illégales certaines mesures Covid.
Parfois, ce sont des refus plus structurels, dont on parle moins, mais qui ne sont pas moins graves et qui ne cessent pas pour autant. Et par exemple, il y a une mesure très concrète qui, cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui est en faute, mais la communauté française, quand des mineurs en danger, le juge de la jeunesse ou de la famille décide qu'il faut placer ces enfants ou leur imposer des mesures d'accompagnement parce qu'ils sont en danger dans leur milieu familial, eh bien, en fait, ces décisions ne sont pas exécutées par manque de place. Mais c'est aussi une absence d'exécution. Il y a toute la problématique de la détention des personnes avec des troubles psychiatriques qui sont détenues au sein des prisons, dans des annexes psychiatriques plutôt que dans des établissements spécialisés, des conditions de détention indignes dans une grande partie de nos prisons encore en Belgique, et cela malgré d'année en année en année, et la multiplication des recours et des condamnations des juridictions étatiques, mais également de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, il y a cette question qui fait la une de l'actualité, heureusement, et dont on parle beaucoup, mais qui n'évolue pas pour autant. Non, j'oublie encore la question très importante en mars 2020, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles qui a condamné l'État belge à publier 100% des places vacantes, des places libres que la loi impose de publier et que les cadres au sein des cours et tribunaux de magistrats et de personnel soient remplis. L'État a été condamné et a refusé d'exécuter alors que cette décision est donc exécutoire par provision. Ça veut dire que l'appel n'est pas suspensif, l'appel ne fait pas qu'on ne doit pas exécuter la décision tout de suite. Et l'ironie, quand même, on peut la souligner, c'est que le gouvernement a fait appel, dit qu'il va attendre la décision d'appel, alors qu'on sait très bien qu'à la Cour d'appel de Bruxelles, il faut des années et des années et des années. Et donc l'arriéré, il peut compter lui-même sur l'arriéré judiciaire pour se défausser de ses obligations en attendant cette fameuse mesure de la charge de travail sur laquelle on aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et donc, il y a enfin ce phénomène dont vous avez tous entendu parler et qui a une autre ampleur, un phénomène depuis 18 mois, qui se distingue de ce que j'ai expliqué là par sa nature et par son ampleur. C'est-à-dire, ce sont les décisions qui enjoignent l'État à héberger les demandeurs d'asile ou de protection internationale et qui sont exécutées avec retard. On parle en moyenne d'un délai de 4 mois pour mettre à exécution ces décisions, ou parfois pas du tout. Ce qu'il faut comprendre dans cette problématique dont les journaux, heureusement, et les médias, heureusement, relayent un petit peu, mais parfois, on ne comprend pas à quel point c'est grave. Ce qui est très grave, c'est que la mission de fait d'asile, dans ce cas-là, c'est d'héberger les demandeurs d'asile. Et donc, il y a en principe pas de passage devant un juge qui est nécessaire pour avoir un hébergement. Et donc, les tribunaux du travail, qui ont cette loi, la loi 2007 d'accueil dans leur champ de compétences, sont compétents uniquement... Leur contentieux, en général, se limite à des désaccords juridiques qui peuvent être sur la situation particulière d'une personne ou des questions techniques liées à l'application de la loi accueil, qui est elle-même une transposition d'une directive européenne et de la Convention de Genève notamment. Et donc, en temps normal, c'est un contentieux qui existe, qui fait partie du champ de compétences du tribunal du travail, mais qui est très limité et technique, et uniquement, en général, des cas compliqués ou à la limite. Et en outre, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si l'étranger est dans les conditions pour un hébergement, l'État n'a pas de latitude. Ce n'est pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Or, depuis 2 ans, on dit qu'il y a saturation du réseau d'accueil. En réalité, il y a 10 000 places qui ont été fermées au cours des dernières années. Et donc, il n'y a pas de place pour héberger ces personnes. Et donc, la seule option des demandeurs, des candidats, c'est d'aller devant le tribunal pour exiger d'obliger fait d'asile à les héberger. Et donc, il y a des procédures en urgence, référées, ou en extrême urgence, requête unilatérale, et dont le nombre a littéralement explosé, en particulier au tribunal du travail francophone de Bruxelles, où on est passé, pour vous donner un ordre de grandeur qui donne quand même le tournis, en 2019, on avait sur toute l'année 42 requêtes unilatérales. En 2022, on est passé à 6706 et au mois de mars, mi-mars 2023, on en était déjà à 660. Je rappelle 2019, 42. Et donc l'ampleur, c'est qu'on a près de 10 000 décisions qui étaient rendues et avec au passage quand même, on peut noter l'impact considérable sur la charge de travail des avocats, des magistrats, des associations de terrain et donc un scandale aussi en termes de finances publiques pour tout le budget des cours et tribunaux, l'aide juridique, ce qu'on appelle le prodéo, dont les montants, enfin les aides ont
dû augmenter, les huissiers, les astreintes, qui ne sont pas exécutées, mais c'est une autre question. Mais donc ce budget, c'est absurde. Avec ces moyens-là, il y aurait moyen de reloger probablement la plupart des demandeurs qui se retrouvent à la rue. Et ce contentieux est aussi différent par sa nature, parce qu'il touche aux droits fondamentaux les plus élémentaires, la sécurité, l'hébergement, la santé, et puis aussi la vie même parfois. Et puis il n'y a aucune contestation. On n'est pas dans un litige dans lequel l'État s'oppose à un demandeur ou dans lequel il y a deux thèses en présence et on n'arrive pas à se mettre d'accord. L'État faillit à ses obligations qui sont contenues dans la loi et dans les traités, c'est tout. C'est une obligation de résultat et aucune justification n'est audible. Et comme disent les chantres du néolibéralisme, there is no alternative. C'est tout, c'est comme ça. Et pourtant, le gouvernement botte en touche en invoquant qu'il essaye de trouver des solutions. La secrétaire d'État de Maure a déclaré à la Libre Belgique le 3 décembre 2022 que le soutien de la population à la politique d'asile existe, mais il demeure fragile, donc il ne faut pas les brusquer. Mais ce n'est pas une question politique, c'est une question juridique et même constitutionnelle. Il y a des sujets politiques. Comment s'organiser en société pour gérer et prévenir certaines situations, comme le changement climatique ou l'accueil futur des migrants qu'on nous annonce toujours de plus en plus nombreux. Comment va-t-on s'organiser en tant que société pour les accueillir ou ne pas les accueillir? Mais ça, c'est des questions politiques. Ici, on est dans du droit bétonné. Et dans l'immense majorité des dossiers d'accueil, il n'y a d'ailleurs aucun appel de l'État, et pourtant on ne respecte pas les décisions. Et donc c'est grave, parce que dans un État de droit, le gouvernement est soumis aux règles, comme tout citoyen, qu'il cesse de jouer son rôle d'exemple, et donc il permet, ce qui aggrave la distance et la défiance des citoyens à son égard. Alors bien entendu, ce qui est frappant, c'est que les exemples que j'ai cités, ça touche des terroristes, des détenus, des malades mentaux, des mineurs en danger, des migrants, c'est-à-dire un peu les plus déconsidérés de notre société, auxquels monsieur et madame tout le monde, nous-mêmes, ne nous identifions pas facilement. Mais le risque est aussi que cela, outre que c'est une gravité en soi, mais le risque est quand même que ça s'étende aussi petit à petit à d'autres catégories. Et on a vu dans la période Covid, ce n'est pas non plus le sujet aujourd'hui, mais que notre édifice constitutionnel a été quand même très fort fragilisé à ce moment-là. Et puis la question se pose, si le gouvernement ne respecte pas les décisions de justice, pourquoi le justiciable, pourquoi vous et moi respecterions-nous les décisions quand elles ne nous sont pas favorables? Et la crise du Covid, les terribles inondations de juillet 2021, la guerre en Ukraine, tout cela a montré que quand c'est absolument nécessaire, les solutions peuvent être trouvées pour reloger dans l'urgence des personnes sinistrées, pour débloquer des aides financières, pour créer des dispositifs de sécurité sociale particuliers, pour octroyer des titres de séjour exceptionnels. Et la robustesse de nos États démocratiques se révèle positivement dans ces moments-là. Ce n'est donc qu'une question de volonté politique et rien d'autre. Et à titre personnel, j'ai un immense respect pour la grande majorité des hommes et des femmes politiques parce que ce sont des fonctions dans lesquelles on est exposé. Et on est souvent durement, parfois injustement critiqué et vilipendé avec de lourdes responsabilités. Et en Belgique aussi, le défi supplémentaire de devoir toujours chercher, négocier, conclure des compromis. Mais ici, on ne peut pas faire de compromis avec le respect des lois et des décisions judiciaires définitives. C'est une ligne rouge qui devrait être infranchissable et qui est pourtant de plus en plus perméable. On sait qu'on vit un moment historique. Plusieurs crises se conjuguent et s'amplifient les unes les autres. Le réchauffement climatique, les guerres, l'énergie, les disparités socio-économiques. Et donc on est dans une société qui va être de plus en plus, qu'on le veuille ou non, qui va être de plus en plus clivée, opposée. Et donc, jusqu'à présent, depuis le début de l'humanité, une des meilleures alternatives qu'on ait trouvées, il y en a d'autres, mais une des plus solides, qu'on ait trouvées à la guerre et la violence, c'est la justice étatique. Et puisqu'elle permet la pacification des conflits, le respect de la loi et de l'ordre. Mais donc il incombe nécessairement au gouvernement, en toutes circonstances, et au Parlement aussi, on a déjà dit qu'on entend peu, de montrer l'exemple sur ce point. Et la question de l'inexécution des décisions de justice, particulièrement, c'est l'aspect des demandeurs d'asile, est dénoncée sans relâche depuis des mois par les ligues des droits humains, les associations de terrain, les barreaux, les associations de magistrats. Mais on peut quand même se demander comment se fait-il que les représentants des plus hautes institutions judiciaires ne se joignent pas à ce rappel des fondamentaux de l'état de droit,
Où sont la Cour de cassation, le Conseil supérieur de la justice, le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public, le Collège des procureurs généraux? Vous vous souviendrez de M. Decotte dans son mémorable passage au journal Parler qui avait courageusement clamé que la Belgique devrait bientôt figurer parmi les États voyous, tant le financement de la justice était insuffisant. Mais un État qui ne respecte pas les décisions de justice, est-ce que ce n'est pas aussi un État voyou? Comment ne pas s'apercevoir qu'en n'exigeant pas le respect immédiat et sans condition de toutes les décisions judiciaires définitives, exécutoires, qui ont été donc prises dans le respect de toutes les garanties procédurales, eh bien, le pouvoir judiciaire, quand il ne réclame pas le respect, eh bien, il scie la branche sur laquelle il est assis et il assiste passivement à sa propre érosion. Et si aujourd'hui, tous ensemble, les associations qui forment la plateforme L'État de droit, j'y crois, si nous insistons aujourd'hui avec force et détermination sur cette atteinte à un des fondements de notre démocratie, ce n'est donc pas par corporatisme ni pour défendre des intérêts particuliers, c'est parce que chaque justiciable, quelle que soit sa capacité financière ou sa situation administrative, lorsqu'il obtient gain de cause en justice, au terme d'une procédure parfois longue et éprouvante, il doit avoir la garantie que ses décisions seront respectées et exécutées, quoi qu'il en coûte. Je vous remercie. Merci Marie Messiaen, merci. La question, le paysage que vous venez de brosser de la Belgique est évidemment tout sauf enthousiasmant. La question se pose évidemment également, Louise Fromont, de savoir si dans d'autres États européens, la question de cette évanescence de l'état de droit se pose dans les mêmes termes, avec également cette question de l'inexécution des décisions de justice. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Je rappelle que vous êtes chargé de recherche FRS-FNRS. Oui, merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Et donc effectivement, aujourd'hui, j'aimerais apporter plutôt une perspective européenne au débat qui se noue aujourd'hui en Belgique. Et je vais le faire à travers deux questions. Une première un peu provocatrice, mais est-ce que pour l'Union européenne, c'est un problème qu'un État membre n'exécute pas les décisions de ses propres cours et tribunaux? Évidemment, c'est un problème d'État de droit, mais ce n'est pas nécessairement un problème européen. Et puis la deuxième question, c'est si effectivement pour l'Union européenne, c'est un problème, mais que peut-elle faire? Autrement dit, à la crise qu'on connaît aujourd'hui au sein de l'Union européenne, est-ce que celle-ci serait en mesure d'apporter une solution, ou en tout cas d'amener, de forcer la Belgique à respecter les décisions qui sont rendues par son système judiciaire? Donc premièrement, est-ce que c'est un problème pour l'Union européenne qu'un État n'exécute pas les décisions de justice? On le sait que l'État de droit, au même titre que la démocratie, fait partie des valeurs européennes. Et comme le Conseil de l'Europe, la Commission européenne n'a pas défini l'état de droit de manière abstraite, mais plutôt par référence à toute une série de principes qui sont considérés comme étant constitutifs de l'état de droit. Et dans ces principes, on va bien évidemment retrouver en très bonne place la justice, la nécessité d'assurer un système de justice de qualité, efficient, indépendant et impartial, et en lien avec la justice, la nécessité aussi de prévoir une forme d'équilibre des pouvoirs. Alors, lorsqu'on dit un système de justice efficient, eh bien, on va notamment inclure parmi les différents critères la longueur des procédures. Donc, l'arriéré judiciaire est un problème, en règle générale en matière d'état de droit, mais aussi l'exécution des décisions de justice. Donc ça, très clairement, dans les critères qui vont être utilisés par l'Union européenne, le fait d'exécuter ou non des décisions de justice va être un indicateur de la bonne santé de l'état de droit d'un de ses États membres. Mais néanmoins, l'Union européenne part du principe qu'il revient que le premier garant du respect de l'état de droit sont les mécanismes d'équilibre des pouvoirs qui existent au niveau national. Donc en principe, l'Union ne regarde pas trop, parce qu'il existe toute une série de mécanismes, et en particulier le pouvoir judiciaire, qui vont permettre de régler un problème d'état de droit lorsqu'il survient dans un État membre. Pour prendre un exemple pas du tout au hasard, si l'État belge ne respecte pas sa propre législation en matière d'asile et la viole de manière systématique dans certains cas, c'est un problème d'état de droit, mais normalement, lorsque tout fonctionne, il y a la possibilité de saisir les juridictions nationales pour que celles-ci rendent des décisions qui vont contraindre l'État à respecter ses obligations dans le domaine de l'asile. Donc normalement, les choses se passent de cette manière-là. Un problème, évidemment, se passe, et ça s'est passé dans de très nombreux États membres au sein de l'Union européenne, lorsque ces mécanismes d'équilibre des pouvoirs sont eux-mêmes défaillants.
Et c'est le cas aujourd'hui en Belgique pour toute une série de situations, et en particulier en matière de migration. Là où normalement un mécanisme devrait intervenir pour rétablir le respect de l'état de droit, ce mécanisme ne fonctionne plus, ou en tout cas fonctionne très mal. Cette situation, comme je le disais, elle s'est déjà présentée à de très nombreuses reprises, malheureusement au sein de l'Union européenne. Les cas, évidemment, les plus emblématiques que l'on cite, ce sont la Hongrie et la Pologne, puisque là, on sait que depuis, en tout cas pour la Hongrie depuis les années 2010 et puis pour la Pologne depuis les années 2015, il y a des attaques récurrentes à l'encontre du pouvoir judiciaire, puisque, évidemment, un des premiers bastions auxquels on s'attaque lorsqu'il y a une politique délibérée pour éroder les contre-pouvoirs, ce sont en règle générale les médias, mais la justice occupe également une très bonne place. Et là, il y a différentes mesures. Je vais en citer quelques-unes, par exemple en Pologne, qui peuvent être intéressantes. Où en Pologne, le parti Droit et Justice, qui est au pouvoir depuis 2015, avait déjà accédé au pouvoir quelques années auparavant, en 2006-2007, où il avait fait adopter toute une série de législations qui avaient été à l'époque retoquées par le tribunal constitutionnel polonais. Et donc, arrivé au pouvoir en 2015, parmi les premières mesures qui sont adoptées, eh bien, c'est de porter atteinte à ce pouvoir judiciaire. Et là, beaucoup de choses existent, évidemment, revoir la composition des différentes juridictions, et puis surtout faire en sorte que le juge ne puisse pas prendre des décisions qui ne se conforment pas aux attentes du pouvoir exécutif et à la politique que ce pouvoir exécutif entend mener. Parmi ces mesures, on va retrouver par exemple un régime disciplinaire qui vise à sanctionner les juges qui, par exemple, appliquent le droit européen en écartant la règle nationale. Normalement, il a l'obligation de le faire. Lorsqu'une règle nationale est contraire au droit européen, on laisse la règle nationale inappliquée. Aujourd'hui, le juge polonais qui procède conformément à cette règle qui est fondatrice au sein de l'Union européenne, fait l'objet de sanctions disciplinaires et parfois perd malheureusement son mandat. Parmi évidemment d'autres mesures, on en compte beaucoup également en Hongrie qui vont à peu près dans le même sens. Mais évidemment là, on est en termes d'intensité, on est en termes de degrés bien au-delà de ce qui se passe en Belgique. En Belgique, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On n'est pas, évidemment, on est toujours qualifié d'état de droit, ce dont on peut aujourd'hui douter à l'égard de la Pologne et de la Hongrie, mais néanmoins, le refus d'exécuter des décisions de justice qui sont exécutoires participe de la même volonté de saper des mécanismes d'équilibre des pouvoirs qui existent dans d'autres pays. C'est une première marche, une première forme d'érosion de l'état de droit à laquelle il faut être particulièrement attentif. Et l'Union européenne, comme je le disais, y est attentive. Donc, en principe, c'est quelque chose dont la Commission européenne en particulier peut se saisir. Elle pourrait pointer le fait qu'il y a un problème en Belgique en matière d'exécution des décisions et prendre des mesures. Et donc ça, j'en arrive alors à ma deuxième question. Que va-t-on faire au niveau de l'Union européenne? Quels sont les outils qui sont à sa disposition? Il y en a principalement de deux types. Les premiers outils sont ceux dont on parle le plus dans les médias, parce qu'ils ont récemment défrayé la chronique, notamment par rapport à la Hongrie et la Pologne. Ce sont des mesures correctives. C'est vraiment là des mesures qui visent à sanctionner un État, en particulier au niveau financier, parce qu'il connaît des problèmes récurrents en matière d'état de droit. Mais ce sont des mesures qui sont extrêmement exceptionnelles et que l'Union européenne ne va pas vraiment appliquer dans un cas comme la Belgique. Alors, pourquoi? Parce qu'elle va appliquer ces mesures essentiellement dans deux cas de figure. Soit il y a une violation de l'état de droit qui est tellement persistante et grave qu'elle est systémique, et donc ça pose un problème pour le fonctionnement même de l'Union européenne. C'est-à-dire que sans régler ce problème d'état de droit, les fondements sur lesquels l'Union européenne existe, fonctionne, s'effondreraient, tout simplement. Pour donner un exemple, en octobre 2021, le tribunal constitutionnel polonais a remis en cause la primauté du droit de l'Union européenne sur les constitutions ici polonaises. Et donc évidemment, là c'est un grand principe fondateur de l'Union européenne. Si on ne fait plus primer le droit européen sur le droit national, y compris constitutionnel, il n'y a plus d'application uniforme et efficace du droit de l'Union au sein des États. Et donc chaque État en fait peut à peu près faire ce qu'il veut. C'est un problème pour la manière même dont l'Union européenne fonctionne. Et la deuxième situation dans laquelle l'Union va intervenir avec un peu plus de vigueur, c'est lorsque la violation du principe de l'état de droit, ici, porte atteinte à une politique en particulier de l'Union. On l'a vu récemment, par exemple, en matière budgétaire,
À partir du moment où, par exemple, des problèmes de corruption ou même d'indépendance de la justice posent un problème au niveau de l'allocation des fonds européens au niveau national, là, l'Union est prête à prendre toute une série de mesures en vue de sanctionner l'État. La Belgique, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Alors, est-ce que pour autant, l'Union européenne va être complètement démunie ? Pas vraiment, elle a quand même des outils. Alors, elle en a plusieurs, mais je vais vraiment, comme le temps est un peu plus limité, me concentrer sur un outil, qui est le mécanisme pour l'état de droit. C'est un outil qui est relativement récent, hein, puisqu'il n'a que quelques années. Et l'idée, c'est qu'annuellement, la Commission européenne va faire un bilan de la situation de l'état de droit, non pas que dans les seuls États qui posent problème, de manière systémique, hein, comme la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, etc. Mais pour tous les États membres de l'Union européenne, elle va venir regarder ce qui se passe, si ça va en matière d'état de droit, ou si au contraire, il y a toute une série d'éléments qui posent problème. Et donc annuellement, on a d'abord un premier rapport qui dresse un peu le bilan général au niveau de l'Union européenne, et puis on va avoir des bilans, des rapports par pays. Et donc vraiment, pays par pays, il y a une analyse qui va être effectuée des éventuels problèmes d'état de droit qui sont détectés. Mais là aussi, la perspective européenne est très limitée, enfin très limitée, plus limitée. Elle va se concentrer sur 4 grands aspects, mais qui nous intéressent, puisqu'on va y retrouver la justice, on va y retrouver toutes les questions institutionnelles qui sont liées à l'équilibre des pouvoirs, on va retrouver le pluralisme et la liberté des médias, et puis tout ce qui est cadre de lutte contre la corruption. Et donc les questions de décision de justice, d'inexécution des décisions de justice vont être pertinentes lorsqu'on parle de justice et vont être pertinentes lorsqu'on parle de questions d'équilibre des pouvoirs. Le dernier rapport qui a été remis par la Commission européenne date de 2022. Et donc dans ce rapport, elle a adressé des recommandations à la Belgique en matière d'état de droit. C'était la première année où elle le faisait, où elle disait directement à l'État, vous devriez faire ceci ou cela. Il n'y a pas d'obligation, mais l'État est quand même fortement incité à suivre ces recommandations. Elle a adressé donc des recommandations à la Belgique et elle en a adressé une seule en ce qui concerne la justice. Et cette recommandation était liée au problème de sous-financement structurel de la justice. Autrement dit, elle a estimé qu'aujourd'hui, la Belgique devait doter son système judiciaire de moyens financiers et humains suffisants, tout simplement, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir performer son rôle au sein de l'état de droit qu'est la Belgique. Dans le rapport en lui-même, il y a quand même d'autres aspects qui sont abordés, qui ne sont pas très surprenants, hein. La digitalisation, par exemple, de la justice occupe là une bonne place. On a également des questions qui vont être liées à l'arriéré judiciaire, qui fait l'objet d'une surveillance renforcée au sein du Conseil de l'Europe, mais qui est aussi régulièrement pointée du doigt par la Commission européenne, en particulier dans les affaires civiles en première instance, mais aussi devant certaines juridictions, hein, comme la Cour d'appel de Bruxelles. Et donc là aussi, même si ce n'est pas formulé sous forme d'une recommandation, il est très clair que la Commission européenne estime que la justice devrait rendre ses décisions de manière plus rapide. Et donc, en fait, c'est en lien avec le financement, hein, puisque pour ce faire, elle a besoin qu'on lui accorde les moyens de rendre justice. Et ces questions d'arriéré judiciaire, de financement de la justice, je fais un petit parallèle, sont aussi régulièrement abordées dans un autre processus qui est le semestre européen, qui ne traite pas en premier lieu de questions d'état de droit, mais qui va plutôt traiter de questions qui sont relatives à la coordination et à la surveillance des politiques budgétaires, économiques et sociales des États. Donc, a priori, pas du tout un instrument pour les questions d'état de droit, mais néanmoins, on va quand même intégrer certains aspects à partir du moment où ça a une influence sur la croissance et la compétitivité. Et là, c'est une perspective un peu particulière, mais qui n'est pas très étonnante au niveau de l'Union européenne, hein. Pour l'Union européenne, assurer une bonne croissance nécessite un système judiciaire qui soit efficace, parce que ça va favoriser l'investissement des entreprises. Et donc, c'est aussi un problème en termes économiques pour l'Union européenne lorsqu'un système de justice est défaillant. Et dans ce cadre-là, l'inexécution des décisions de justice est aussi un problème, parce que ça signifie que les entreprises, alors on n'est pas du tout dans ce cas de figure-ci aujourd'hui, mais si elles ont des difficultés à exécuter les décisions qui sont en leur faveur, pourraient y réfléchir à 2 fois avant d'investir en Belgique. Et là aussi, là par contre, le processus est beaucoup plus ancien. Le semestre européen, il existe depuis plus de 10 ans. Et c'est déjà arrivé que la Belgique se fasse un petit peu remonter par la Commission européenne pour ses problèmes de financement et d'arriéré judiciaire. J'en reviens à mon mécanisme pour l'état de droit. Il y a quand même une partie. Et ça, cette partie-là, elle est assez intéressante, où la Commission européenne va parler exécution des décisions de justice. Mais elle ne le fait pas par rapport aux décisions nationales, elle le fait par rapport aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Et là, en particulier en matière de respect de l'accueil des demandeurs d'asile, on sait que non seulement il y a énormément de décisions qui ont été rendues par le tribunal du travail en Belgique, mais surtout, il y a des décisions qui ont déjà été rendues, on l'a évoqué, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a prononcé des mesures provisoires en disant à la Belgique, vous devez exécuter les décisions de votre système judiciaire, vous n'avez pas le choix, faites-le. Ça ne préjuge pas du fond, bien entendu, mais néanmoins, la Belgique doit exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, la Commission épingle, alors pas spécifiquement en matière de migration, mais elle épingle le fait que déjà de manière générale, la Belgique n'est pas une bonne élève lorsqu'il s'agit d'exécuter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque en moyenne, elle exécute un arrêt sur 2, et ça lui prend à peu près 3 ans. Ce qui est évidemment énorme. Et comme je vous le disais, par rapport à la moyenne européenne, la Belgique n'est pas du tout un bon élève. En règle générale, les autres États sont plus performants lorsqu'il s'agit d'exécuter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, à titre conclusif, est-ce que via ce mécanisme-là, qui est certes à ses débuts, mais qui pourrait déployer un certain nombre d'effets, la Commission pourrait dire à la Belgique, tiens, attendez, vous avez un problème dans le domaine de la politique migratoire. Dans le rapport 2022, on ne mentionne pas ces questions-là, on mentionne uniquement la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui peut être dû à une question de timing, puisque le rapport est rendu en juillet 2022, mais évidemment, il n'est pas élaboré à ce moment-là. Il y a toute une série de consultations qui ont lieu en amont, et donc, voilà, peut-être pour des raisons tout simplement de timing, la Commission n'a pas eu le temps d'effectuer les vérifications nécessaires sur ce plan-là, mais en tout cas, on sait que pour le rapport 2023, toute une série d'organismes de la société civile ou d'autres organismes de protection des droits fondamentaux, comme la Ligue des droits humains, ont fait remonter ce problème d'exécution des décisions de justice à la Commission. Pour autant, ça ne signifie pas qu'elle va vouloir s'emparer de ce problème. Opinion un peu plus personnelle, mais à mon sens, en matière de migration, la Commission risque de regarder tout simplement ailleurs, parce que là aussi, alors que c'est une question, on l'a dit, juridique, elle a tendance à en faire une question politique et à faire très attention au fait que les États sont assez frileux sur les questions migratoires. Donc elle pourrait vouloir être très en retrait sur ce domaine-là. La porte d'entrée est mon espoir que ça fasse partie des éléments que la Commission européenne demande à la Belgique de régler, c'est via justement ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui sont pris en compte, dont l'exécution ou l'inexécution sont pris en compte, qui est considéré par la Commission comme étant fondamental pour l'État de droit. Et donc, sans s'attaquer symboliquement à la question migratoire et à la manière dont les États gèrent cette question migratoire, elle pourrait dire, attendez, il y a quand même toute une série de décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, indépendamment du débat politique, vous avez l'obligation de les exécuter. Et c'est un problème pour moi si vous ne le faites pas. Donc peut-être une petite lueur d'espoir sous cet angle-là. Merci. Merci Louise Fromont. Montesquieu doit en tout cas avoir quelques questions à se poser sur son héritage et l'esprit des lois, dès lors que de ce qui ressort encore aujourd'hui et des constats antérieurs, il semble que ce bras de fer que j'esquissais entre un exécutif d'une part qui n'exécute pas les décisions d'un pouvoir judiciaire par ailleurs, il semble y avoir plus qu'un divorce. Marc Attendal. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Quelques réflexions en vrac. D'abord, je suis peu légitime, me semble-t-il, pour évoquer ces questions sur le plan scientifique. Par ailleurs, c'est vrai que le temps passe et qu'étant un vieil avocat de terrain, j'ai sans doute une sensibilité particulière pour réagir à la thématique. Alors, c'est vrai que le constat fait par Marie, il est implacable. Et à la limite, pourquoi nous réunissons-nous pour constater une faillite totale et une dérive inadmissible? Il est clair que il n'est pas concevable dans un état de droit qu'une décision de justice définitive ne soit pas exécutée. Ça paraît un truisme et il est assez effrayant que le truisme devienne inverse puisque personne ne semble profondément s'en émouvoir. Donc ça, c'est une évidence, il n'y a rien à dire. Peu importe d'ailleurs finalement les contentieux où cela se produit, parce que le côté virulent de ce processus, c'est que ça remet en doute fondamentalement
la confiance de tout justiciable dans le système judiciaire. Les avocats que Jacques et moi nous sommes seront bien démunis un jour lorsque, recevant un client, on va leur dire on va mener une procédure, ça va vous coûter un pont, ça va durer des années, et en plus, c'est pas sûr que même si on gagne, c'est un intérêt. C'est donc toute la philosophie même de l'état de droit qui est ainsi menacée. Il n'y a rien à dire et c'est évident. Au-delà de ça, il y a quand même dans ce qui a été dit et dans la problématique générale de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit, tel qu'Eddy l'évoquait il y a un instant, il y a d'autres choses à dire. Et sans doute faut-il éviter de tomber dans le manichéisme auquel le premier constat qui a été opéré incline à tomber. C'est il y a un mauvais gouvernement, il y a un exécutif qui est toujours choquant. Et de là, et ça a été dit avec plein de nuances, cela ne concerne pas l'ensemble du monde politique de manière générale. Et puis, il y a les chevaliers blancs incarnés par les juges qui ne veulent que le bien commun. Très sincèrement, l'observation du système, de la vie des juridictions et des institutions m'amène, moi, souvent à des constats très navrés, mais qui reviennent finalement à Montesquieu, cher Eddy. C'est-à-dire que Montesquieu, il a, c'est vrai, inventé, et peut-être finalement a-t-il eu tort, un triptyque avec trois pouvoirs, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir que l'on pourrait qualifier de juridictionnel. Et puis surtout, il a constaté que tout qui a du pouvoir est porté à en abuser et à aller jusqu'à ce qu'on lui pose des limites. Ici, et c'est une vraie problématique, le pouvoir exécutif apparemment ne connaît pas la limite qui devrait lui être assignée puisqu'il ne respecte pas l'état de droit et des décisions de justice. Mais néanmoins, la préoccupation qui peut être celle de tout démocrate conduit aussi à s'interroger sur la question de savoir si les juridictions, sensu lato, n'ont pas finalement, à certains moments, des mêmes réflexes ou des réflexes de même nature, en allant jusqu'où on ne les arrête pas. Il m'a plu d'entendre une critique latente de la Cour de cassation, parce qu'entre l'état voyou dénoncé par Jean Decotte et certains arrêts voyous de la Cour de cassation, il y a parfois un pas que l'on peut aisément franchir. Il faut être conscient que l'état de droit suppose précisément à la fois, je crois, le fait de casser le manichéisme et d'impliquer une sorte de collaboration des pouvoirs avec une colonne vertébrale, c'est que chaque pouvoir doit rester chez lui et ne doit pas empiéter sur le terrain d'un autre. Alors, il est clair que la thématique d'aujourd'hui, c'est le pouvoir exécutif qui empiète sur le terrain des juridictions en s'autorisant à ne pas donner effet à leurs décisions, c'est une évidence. Malheureusement, le mal démocratique est beaucoup plus profond que cela, parce que chaque pouvoir abuse à sa manière de ses pouvoirs. Je vais y venir dans un instant en livrant quelques exemples sur des abus juridictionnels. Et Eddy l'a dit avec la finesse qui est la sienne et en creux, les parlements abusent de leur insuffisance, de leur passivité et de leur inexistence de fait. On peut en parler pendant des heures et on n'en a pas le temps, mais il est clair que la logique structurelle des parlements aujourd'hui, une certaine médiocrité de la formation des parlementaires, une logique claire de discipline de vote et de dépendance de chaque parlementaire par rapport au parti qui est le sien, fait que l'indépendance du Parlement, qui devrait être le garant démocratique, non seulement vis-à-vis de l'exécutif, mais aussi vis-à-vis du judiciaire, est devenue totalement inexistante, et c'est une vraie faillite démocratique. Alors oui, Montesquieu parlait des trois pouvoirs, et plus j'y pense, et c'est une réflexion qui se nourrit d'année en année, plus je regrette en quelque sorte que, dans la pensée qui était la sienne et qui n'a malheureusement pas évolué, on ait qualifié les juridictions de pouvoir. Les juridictions se doivent d'être des contre-pouvoirs. Et souvent, c'est quand elles se comportent comme un pouvoir qu'elles deviennent dangereuses. Il est clair que quand une juridiction prend toutes les décisions que Marie a évoquées, elle ne se comporte pas comme un pouvoir, mais comme un contre-pouvoir, c'est-à-dire qu'elle arrête les excès d'un pouvoir. Mais que trop souvent, on constate que ces juridictions sont prisonnières d'une certaine ivresse de leurs propres prérogatives et de leurs propres pouvoirs, et deviennent elles-mêmes aussi un coin dans l'état de droit.
Quelques remarques à ce propos. Peut-être une réaction d'abord à ce que Louise disait, et elle est européaniste, moi pas, disant, ben voilà, on ne peut pas discuter la primauté du droit international sur le droit interne. Oui, d'accord. Conçu comme ça, à cette distance-là, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on ne doit pas néanmoins se poser la question, et la Cour constitutionnelle se l'est posée et a un peu évolué dans sa jurisprudence, sur la question de savoir si, à un moment donné, le pouvoir international, le pouvoir du droit européen ne doit pas lui-même être arrêté, et si une balise pour l'arrêter n'est pas la constitution de chaque État. Et cette question, elle est fondamentale, surtout pour des raisons techniques en droit belge. Comment adopte-t-on un traité en droit belge? Eh bien, on parlait un instant du côté complètement évanescent des parlements. Vous avez un traité, parfois très complexe, très compliqué, avec plein d'articles, qui est adopté par une loi formelle votée à la majorité ordinaire, un article et pas de débat, et subitement, cette sorte de petit jeu de rôle peut aboutir à mettre en échec des principes constitutionnels fondamentaux qui, eux, sont intangibles, ne peuvent être modifiés qu'extrêmement difficilement avec une majorité dans chaque chambre des 2/3. Bien, il est évident que cette sorte d'évidence, parce que c'est rentré dans les esprits, que le droit européen prime le droit interne, bien non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut aussi, pour préserver l'état de droit, se rendre compte que l'on ne peut accepter que, par le biais de cette loi formelle votée à la va-vite, on modifie des principes qui ont été considérés dans un État, et Dieu sait que je ne suis pas nationaliste, comme fondateurs d'un régime politique et démocratique. Premier exemple. Deuxième exemple, et c'est quelque chose qui me paraît de plus en plus préoccupant, le but du législateur, mais en fait des ministres de la justice successifs et du pire d'entre eux qui était le précédent, a été de rendre les procédures plus rapides, d'éviter que tout traîne, et on a donné notamment, indépendamment, et j'y viendrai dans un instant, des procédures en référé, un caractère exécutoire à toute décision rendue en première instance. Ça donne un pouvoir exorbitant aux juges de premier degré, et ça permet parfois de plier le match à la mi-temps. C'est quelque chose qui est dangereux, et là, il y a un pouvoir, précisément, qui a été voulu par le législateur, mais qui n'y a pas réfléchi, qui est extrêmement dangereux. On parlait des juges des référés, et il y a tous les jours dans ce pays de magnifiques décisions de référés qui sont prises, mais il est clair aussi qu'il y a là, souvent, une ivresse de pouvoir. Le juge des référés, dans le domaine qui est le mien, n'a guère de difficultés, et je ne dis pas que c'est erroné en droit, il y a débat là-dessus, se prévalant de l'existence d'un débat sur les droits subjectifs, aboutit à se substituer au juge naturel de l'administration, qui est le Conseil d'État, rend des décisions exécutoires, modifie fondamentalement parfois des rapports sociaux ou une situation de nature juridique, et puis se fait réformer quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard en appel, mais a pu créer par ce biais-là des dommages. Il y a là donc aussi l'exercice d'un pouvoir qui peut à certains égards être délétère. On parlait du Covid, on ne va pas, la salle est bien composée à cet égard, replaider ici un dossier que nous avons plaidé ailleurs et que nous plaiderons encore demain, mais il est clair que quand il y a une décision de référé qui tombe en première instance, qui n'a pas été exécutée, elle aurait dû l'être, j'en conviens bien volontiers, mais qu'elle est réformée 4 semaines plus tard en appel, dans une période de crise, dans une période sensible, ça pose en effet des questions. Et donc, il faut éviter, je trouve, de tomber dans les caricatures. Alors, autre remarque qui me paraît importante, c'est l'arriéré judiciaire. L'arriéré judiciaire est évidemment un problème. Le fait, et la décision évoquée tout à l'heure, est évidemment scandaleuse. Qu'on ne remplisse pas les cadres est tout à fait choquant. Mais systématiquement, considérer que l'arriéré judiciaire n'est que la responsabilité du pouvoir politique, c'est aussi se tromper. Le praticien des cours et tribunaux que je suis voit tous les jours, dans toutes les juridictions des pays, des appels du rôle qui durent 3 heures, des affaires qu'on remet parce qu'on n'avait pas imaginé qu'une allait durer plus longtemps. Et il y a des déficits organisationnels qui ne sont pas imputables au pouvoir exécutif. Il y a une responsabilité des magistrats et il y a une responsabilité des avocats qui, très souvent, parce que c'est l'intérêt de leurs clients, ont une maladie diplomatique, ont subitement un petit problème. Oh, j'ai oublié cette audience-là. Et donc, par pitié, préservons-nous
à la fois de la stigmatisation d'un seul acteur, chacun doit être capable de regarder dans son jardin. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La Cour de cassation. La Cour de cassation, et j'ai dit qu'elle avait rendu des arrêts voyous, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs par le passé d'être convoqué par mon bâtonnier, pas un de ceux présents dans la salle, parce que j'avais dit qu'un de mes clients n'avait aucune confiance dans la Cour de cassation, et je trouve que j'avais dit encore les choses poliment, et que donc, procédure disciplinaire, d'emblée, non pas menée, mais sollicitée par la plus haute juridiction de ce pays. Enfin non, celle qui croit être la plus haute juridiction de ce pays, parce qu'elle n'en est jamais que la deuxième, la Cour constitutionnelle étant évidemment la juridiction suprême en Belgique. Mais la Cour de cassation, de manière sournoise, hypocrite, malveillante même, prend toute une série d'arrêts qui passent tout à fait inaperçus, d'abord parce que n'importe quel être normalement constitué, et même quelques juristes normalement formés, ne comprend rien à ces arrêts, parce qu'elle parle un langage qui reste pour beaucoup inintelligible, parce qu'en 3 lignes, on entérine des thèses et de manière tout à fait incompréhensible. Et tout récemment encore, alors qu'il y avait un magnifique arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui ne se caractérise pas toujours par son arriéré. C'est le grand paradoxe de la Cour d'appel de Bruxelles. Il y a des affaires qui vont vite, il y en a qui traînent pendant des siècles. Avait rendu un arrêt absolument magnifique expliquant à quel point il n'appartenait pas au juge de remplir le rôle politique du législateur, qu'il n'était pas question que le juge, dans sa fonction de pouvoir, mais en réalité de contre-pouvoir, apprécie l'opportunité d'une législation. Cet arrêt a été cassé en 4 lignes dans le cadre de ce qui est un arrêt voyou et un abus de pouvoir. Mais c'est intéressant, et c'est pour ça que je voulais évoquer cela, parce que c'est en miroir de la problématique d'aujourd'hui. S'il est évidemment scandaleux de voir l'exécutif ne pas respecter des décisions de justice, il n'est pas moins scandaleux de voir une juridiction, en plus dans une pauvreté et une stérilité de l'argumentation, se substituer au pouvoir législatif. Alors, dernière chose, un arrêt au hasard, ça n'a pas grand-chose à voir avec les problématiques qu'on a invoquées, mais c'est l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui est l'arrêt Bouygues. C'est quoi l'arrêt Bouygues? C'est un arrêt qui a trait à des violences policières. La Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré d'une part que quand il y avait violence policière, il fallait des garanties procédurales, mais qu'il fallait aussi considérer qu'il y avait une présomption. C'est que celui qui rentre dans un commissariat normal et qui en sort amoché, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'en principe, il ne s'est pas lui-même infligé ce qu'il a amoché. Voilà. C'est une présomption, mais c'est une présomption très respectueuse de l'état de droit parce que c'est une présomption réfragable. Il appartient, dit la Cour européenne des droits de l'homme, au gouvernement belge, dans l'affaire pendante devant moi, de démontrer que ce n'est pas les agents de la force publique qui ont été coupables de violences policières. Donc une inversion de la charge de la preuve, une présomption réfragable. Une belle manière de préserver l'état de droit, de préserver les plus vulnérables par rapport à ceux qui incarnent l'autorité. Que fait la Cour de cassation? Elle dit « Ah, mais ça c'est pour l'Europe, hein. Oui, si pour l'affaire sur 1000 qui va se retrouver à Strasbourg, il appartiendra au gouvernement de faire application de cette jurisprudence qui implique la présomption réfragable. Mais quand on applique ça en droit interne, il n'y a aucune raison de donner plus de crédit à la parole de l'un qu'à la parole de l'autre. La présomption d'innocence doit dominer la présomption réfragable de violence policière. Et en fait, qu'est-ce que je fais avec la jurisprudence de Strasbourg? Eh bien, je lui fais un beau bras d'honneur. Eh bien voilà, il n'y a pas que le gouvernement qui ne respecte pas des décisions de justice qui devraient s'imposer à lui. Je vous remercie. Et voilà pourquoi, avançant pas à pas, nous allons tous demander la nationalité vénézuélienne en sortant. Tout le monde sait que ça va beaucoup mieux là-bas. Je blague. Jacques Anglebert, maître Jacques Anglebert est avec nous, bien sûr. Alors, outre qu'il est aussi spécialiste dans le secteur que je connais en droit des médias, il est évidemment aussi en mesure de nous donner en quelque sorte l'appel que le barreau et la société civile attendent de cette question dont je le disais, et qui vient d'être répétée, taraude la confiance, et sans confiance, la démocratie
a quelques grosses difficultés devant elle. En effet, merci. Alors, pour le coup, la presse, ça c'est un vrai contre-pouvoir qui devrait pouvoir toujours faire son rôle de contre-pouvoir. Je ne partage pas l'avis de Marc sur le rôle réel du pouvoir judiciaire, mais je vais y revenir. Par contre, je partage son point de vue sur mon manque de légitimité. Je n'ai aucune légitimité à m'adresser à vous au nom du barreau que je ne représente pas du tout. Les représentants du barreau sont dans la salle, pas sur cette estrade, ni au nom de la société civile. Je ne vois vraiment pas à quel titre. Il est vrai que j'ai été membre du conseil de déontologie journalistique comme représentant de la société civile. C'est évidemment une farce d'être représentant de la société civile. Ces précautions étant dites, quelques réflexions pour continuer à alimenter le débat. D'abord, la question de la violation de l'état de droit pour non-respect des décisions de justice. Marie Messiaen vous l'a dit, ça n'est pas neuf. Moi, j'ai découvert ça en 2016, lorsque j'ai eu la chance et l'honneur d'être consulté par les avocats d'une famille de Syriens à qui on avait refusé de délivrer des visas, qui avaient obtenu une décision, 2 décisions, 3 décisions du Conseil des contentieux des étrangers que le ministre de la Migration et de l'Asile refusait d'exécuter. Ensuite, il y a eu une décision du tribunal de première instance, un arrêt de la Cour d'appel qui a condamné l'État belge à exécuter sous peine d'astreinte, et un refus d'exécuter, un refus volontaire, avec un secrétaire d'État qui posait sur les réseaux sociaux, seul, dans un grenier, en disant « on va venir tout me saisir ». C'est une honte, excusez-moi, une honte. Mais en plus, une guérilla judiciaire comme le pire des justiciables pour tout faire pour ne pas exécuter. Et alors, qu'on ne s'inquiète pas, hein, in fine, c'est l'État belge qui a gagné dans cette affaire. Ce sont des juges qui ont donné raison à l'État belge. La seule chose, c'est que pendant tout un temps, il n'a pas exécuté, et j'ai déjà entendu ça plusieurs fois aujourd'hui, la question, ce n'est pas d'exécuter une décision définitive, une décision définitive dans le sens qui ne fait plus l'objet, qui n'est plus susceptible de votre recours. Non, on exécute une décision lorsqu'elle est exécutoire. Alors, Marc vous a dit, ce qui ne va pas, c'est que maintenant, toutes les décisions du tribunal de première instance sont exécutoires, nonobstant appel. L'appel n'a plus d'effet suspensif. Ah oui. Est-ce que c'est un juge qui a décidé un jour? Est-ce que c'est la Cour de cassation qui a décidé un jour? Dorénavant, la peine n'a plus d'effet? Ah ben non. C'est qui? Ce sont les hommes politiques. C'est le Parlement qui a changé la loi. Il faut bien avoir en tête une chose, c'est que, sauf erreur, les juges appliquent les lois, qu'ils ne votent pas et qu'ils ne font pas. Et je n'ai pas encore vu un juge qui, alors oui, de temps en temps, il y a des interprétations osées, mais un juge qui énonce une loi, non. Et quand on reproche au juge d'être ce contre-pouvoir qui empiéterait, il ne fait qu'appliquer des lois que des hommes politiques. Alors, les hommes politiques trouvent la justice toujours trop laxiste lorsqu'il s'agit de sanctionner le petit délinquant, voire même le grand délinquant de droit commun. Lorsqu'il s'agit de sanctionner les dérives financières de certains, voire la corruption des hommes politiques, alors là, les magistrats sont toujours beaucoup trop sévères. Vous voyez comment Sarkozy traite les magistrats. En tant que politique, il a toujours trouvé qu'on ne poursuivait pas assez les petits délinquants, les fraudeurs au chômage. Par contre, dès qu'il est condamné, il hurle à la vengeance des juges, à l'ivresse des juges qui seraient si heureux, ivres de pouvoir s'attaquer à la politique. Excusez-moi, ça fait 33 ans que je fréquente les magistrats, pas tous intimement, Dieu m'en préserve évidemment, mais des magistrats ivres de pouvoir, excusez-moi, c'est Jean de Cotte, je ne l'ai jamais vu ivre de pouvoir. La Cour constitutionnelle, je ne l'ai pas vu ivre de pouvoir. Les gens que je vois ivres de pouvoir, vous les voyez tous, c'est Poutine, c'est Erdogan, c'est Orban. Ça, ce sont des gens ivres de pouvoir. Ce ne sont pas les juges. Mais je reviens un petit peu en arrière. Donc, ce n'est pas nouveau. Quand j'étais étudiant, ce n'est pas tout récent, on est bien d'accord, l'état de droit, c'était 3 minutes dans un cours sur les 5 ans. On m'a dit, l'état de droit, ça veut dire que celui qui fait les lois est soumis aux lois qu'il fait. Et c'est plus comme avant, où le roi édictait la loi, mais n'était pas sujet de droit. Okay. Et puis, on ne m'en a plus jamais parlé. Comme c'était acquis. Alors, évidemment, on comprend bien que ce n'est pas acquis. Qu'est-ce qui est
qu'est-ce que je vois comme étant à l'origine, en tout cas dans les pays où très clairement l'état de droit, il faut même plus dire, on peut se poser la question, hein, la Hongrie et la Pologne, la Turquie qui est quand même membre du Conseil de l'Europe, la Russie qui était jusqu'à pas si longtemps membre du Conseil de l'Europe, c'est pas qu'ils ne respectent plus tout à fait l'état de droit, c'est que ce ne sont plus des démocraties point à la ligne. La démocratie, c'est pas juste un pays où on vote de temps en temps avec des élections à un certain moment truqué parce que précisément il n'y a pas de liberté d'expression notamment, c'est pas que ça la démocratie, c'est le respect de cet attente. Donc qu'est-ce qui est à l'origine de ça? La corruption. C'est lorsque les juges s'intéressent à la corruption des élus et des hommes politiques que tout d'un coup les élus et les hommes politiques trouvent que les juges exagèrent et que ce contre-pouvoir a trop de pouvoir et qu'il va falloir réduire ce pouvoir. C'est une constance. Deuxième chose, le mépris qu'a précisément le politique. Moi, je ne dis pas, il y a certains hommes politiques qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bien, hommes ou femmes politiques. Je vise une institution, les politiques. Il y a un mépris pour la justice. Ce mépris, il est objectif. Excusez-moi, quand vous avez un ministre de la Justice qui appelle les magistrats « team justice », qui s'adresse aux magistrats comme à des collègues. Non, mais excusez-moi, les magistrats ne sont pas des collègues du ministre de la Justice. Il y a une confusion entre une administration, le SPF Justice, et un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, le pouvoir judiciaire. Alors, dans le même ordre d'idée, c'est que le ministre de la Justice ne parle pas de pouvoir judiciaire, il parle d'ordre judiciaire. Le problème, c'est que certains magistrats eux-mêmes parlent d'ordre judiciaire, renonçant à revendiquer leur qualité de pouvoir. Moi, je crois que la justice est véritablement un pouvoir, elle devient un contre-pouvoir lorsque les autres pouvoirs dérapent et empiètent et dépassent de leurs prérogatives et qu'il faut à un moment donné, effectivement, les contrer. Si le monde allait bien, on ne devrait pas contrer. La justice ne devrait pas... Excusez-moi, si on donnait les moyens à la justice de fonctionner, si on donnait vraiment les moyens à la justice de fonctionner, peut-être qu'il n'y aurait pas d'arrêt judiciaire et peut-être qu'il ne faudrait pas que des juges prennent des jugements pour condamner l'État à une faute pour n'avoir pas voté la législation qui s'impose. Donc, je pense que le caractère de contre-pouvoir est déduit de l'attitude des autres pouvoirs. Mais ce qu'il faut retenir, ne pas oublier, c'est qu'on a donné à la justice le soin d'être ce troisième pouvoir et d'être celui qu'il va rappeler à l'ordre dans le cadre de l'état de droit, les pouvoirs qui dépasseraient leurs prérogatives ou leurs droits. Et je vous rappelle que ça a été donné à la justice, pas comme ça, c'est pas venu de rien, c'est la promesse faite à l'issue de la pire séquence que l'humanité a connue, la Shoah. C'est après la Shoah qu'on a décidé que plus jamais ça ne se produirait, et pour que ça ne se produise plus jamais, on a compris qu'il fallait limiter le pouvoir purement, entre guillemets, démocratique des élections, pour également imposer des droits fondamentaux, des droits essentiels. Alors quand j'entends Marc Utendahl dire, et sur le début de son appréciation, je suis d'accord, on est légitime à dire, est-ce qu'il faut d'office que le droit européen soit un droit supérieur aux droits nationaux et aux droits constitutionnels des différentes nations? Si c'est le droit économique européen, qui est en fait le seul droit qui dirige l'Europe depuis le début de la construction européenne, si c'est ce droit néolibéral au service de la finance, qui impose par exemple à la France de changer sa loi sur les retraites contre l'avis du peuple, évidemment que ce droit-là n'a aucune légitimité à la primauté, surtout quand on voit comment le droit européen est décidé au niveau européen. Mais ne confondons pas tout. Si on parle des droits de l'homme européens, si on parle de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a aucune exception possible à l'application. Or, c'est ce droit-là qui fait l'objet des critiques des adversaires de l'état de droit. C'est quand vous avez Guillaume Roquette, rédacteur en chef du Figaro Magazine, excusez-moi d'avoir ces lectures, mais c'est intéressant de savoir ce que écrivent nos adversaires. Guillaume Roquette qui dit les juges de la Cour européenne, droits de l'homiste, qui sont nommés, alors qui sont nommés par qui? Ils ne se désignent pas eux-mêmes, ils sont nommés par les politiques, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, les politiques de chaque pays, et après ils sont confirmés par l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Mais donc, il y a une décision politique. Quand ces juges droits de l'homiste, il faut en finir, l'Angleterre ne supporte plus. Fillon à l'époque, Marine Le Pen, on peut se dire, avait dit dans leur programme lors de la précédente élection, on va sortir de la Convention européenne des droits de l'homme.
certains l'ont dit plus récemment, parmi des macronistes. On n'en peut plus de cette juridiction qui nous impose des droits fondamentaux qui ont été élaborés dans le souvenir, et à l'époque, on était quelques années après, de la Shoah. C'est là qu'on a véritablement. Et donc il faut dire à ces politiques qui disent à un moment donné, les juges, vous exagérez, avec vos droits de l'homme, on n'en peut plus. Il faut dire, alors, ok, mais dites clairement les choses. Dites que vous voulez revenir à ce qui était l'Europe avant 1940. Et que vous êtes prêts à revivre ce que l'Europe a vécu. Mais que ces choses-là soient dites. Et je terminerai par l'exemple, je dois dire, le plus effarant, le plus obscène, c'est la proposition de réforme de la Cour suprême d'Israël par le gouvernement Netanyahou actuel. Là, je dois dire qu'on touche le fond du fond. À partir du moment où c'est Israël, enfin, excusez-moi, vous avez compris qui était Israël, que c'est à la suite de la Shoah qu'on a mis en place des juridictions internationales, supranationales, des cours constitutionnels pour préserver les droits fondamentaux, et que c'est Israël. Et au départ, pour quelle raison? Parce que vous avez un Premier ministre qui est poursuivi pour corruption et qui n'en peut plus de devoir rendre des comptes à la justice de son pays et qui va trouver tous les moyens, et qui est pris dans un engrenage complètement fou, et qui en arrive à dire on va supprimer le pouvoir supérieur de la Cour suprême, et si elle dit qu'une décision est contraire à notre, entre guillemets, constitution, puisque Israël n'a pas de constitution, mais a un droit constitutionnel, eh bien, c'est pas grave, les élus pourront décider le contraire. Les élus, je ne vais pas le répéter, je ne vais pas vous rappeler, les élus, en 1933, en Europe, c'était des élus. Erdogan a été élu, Orban a été élu. Donc croire qu'il suffit d'être élu pour être légitime, non. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses, et sans doute, évidemment, que de temps en temps, et une fois c'est trop, le pouvoir judiciaire rend des décisions éminemment contestables. Il y a beaucoup de juges, ils ne sont pas tous de la même qualité, ils ne sont pas tous en même temps et toujours parfaits. Ok. Mais il faut être très très prudent quand on critique le rôle du pouvoir judiciaire par rapport à la mission qui a été donnée à l'ensemble des pouvoirs judiciaires et à l'ensemble des cours constitutionnels dans les pays européens, et se rappeler quel est l'objectif final. Et quand on touche à ça, ben, on rouvre la porte à ce qu'on pensait, en tout cas personnellement, définitivement réglé. Merci, Maître Englebert, pour ce statement. Alors évidemment, on s'est quelque peu bien éloigné à un certain moment du cœur de cible, mais sur lequel vous avez les uns et les unes et les autres bien marqué votre adhésion au fait que, en tout cas, le fait de refuser d'appliquer, le fait de refuser de rendre exécutoire dans les faits des décisions rendues, des cours et tribunaux pose un sérieux problème. Je me permettrai simplement, mais je ne suis que modestement partie modératrice du débat, mais quand même à relever cet état de fait qui n'échappera pas également à Maître Englebert, c'est que je ne connais pas d'État dans l'histoire et au monde qui n'ait de système judiciaire ou de médias, même quand nous ne les qualifions pas de démocratie. L'Allemagne nazie avait un système judiciaire qui a rendu des décisions. Notons au passage qu'une bonne partie de ses membres est restée en place à l'issue de la guerre pour en rendre de tout autant et de contraire, et que les médias en ont fait de même. Le groupe Axel Springer, pour rester dans la même zone géographique, pourrait en témoigner à satiété. Donc, et d'autres en France et en Belgique et ailleurs. Donc nous aurions là comme une espèce de paradoxe flagrant, l'existence a priori de pouvoir constitué ne témoigne pas d'une démocratie. Par contre, si je peux me permettre de revenir sur le thème retenu du jour, l'absence d'exécution de décisions prises, qu'elles soient des lois ou qu'elles soient des arrêts et des décisions des cours et tribunaux, pose une question de confiance fondamentale dans la démocratie. Et ça, c'est évidemment le cœur de cible. Mais voilà, je ne suis pas dans mon émission, je ne suis donc pas celui qui est chargé a priori d'interroger, je suis ici pour faciliter. La facilitation, c'est aussi d'accueillir potentiellement vos questions, à moins que vous ne souhaitiez encore. Nous avons rapidement, mais Maître Dendal doit partir dans 10 minutes. Si vous avez une question urgente à son égard, manifestez-vous. Sinon, je refais un tour de piste rapide. Je vous en prie.
Comment fait-on? On n'a pas un micro. Il y en a un qui est par là. Fort bien. Si on peut faire parvenir un micro. Voilà, monsieur, on arrive avec le micro parce que pour l'enregistrement, quoi qu'il en soit, même si le streaming est difficile, l'enregistrement reste indispensable. Le petit bouton, oui. Voilà. Merci, bonjour à tous. Oui, moi, ma question portait sur l'opposition qu'il pourrait y avoir entre des traités internationaux et les constitutions nationales. Je pense qu'il y a un aspect où, quand ces traités sont confirmés ou non dans les parlements, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut un travail beaucoup plus approfondi des parlements pour étudier ces traités. Mais par contre, les traités dont on parle ici sont des traités qui n'ont aucune opposition avec notre Constitution, vu qu'ils sont basés, les jugements sont basés sur les conventions européennes des droits de l'homme. Je pense qu'on aurait un problème si on avait une constitution qui s'opposait à ces conventions-là. Donc là, on parle dans ce cadre précis, et je pense que généraliser le débat de manière générale peut éloigner sur cette problématique en particulier. Et un peu plus loin, comme ça je ne reprends pas la parole par la suite, sur la question de l'indépendance de la justice. Dans ce cadre-là, déjà qu'elle n'est pas respectée par l'exécutif, et son indépendance est remise en question à différents niveaux. Déjà au niveau des financements, si une justice n'a pas les moyens pour fonctionner correctement, elle est touchée dans son indépendance. Et aujourd'hui, on voit que dans les projets de politique, il y a l'exemple de Netanyahou, mais même chez nous, il y a une volonté de soumettre cette justice à une mainmise de l'exécutif. Quand on voit les projets de notre ministre de la Justice, notamment par rapport à conditionner le financement en fonction des résultats, on soumet les juges à une volonté politique. Quand on veut soumettre les juges et les magistrats au contrôle par l'autorité nationale de sécurité, c'est une soumission aussi de la justice. Et donc, je voulais poser une question. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'assurer le financement de la justice pour garantir son indépendance par le Parlement, au lieu que ça soit décidé par l'exécutif? Déjà que le Parlement n'est pas tout à fait indépendant de l'exécutif, c'est déjà un problème. Mais est-ce que ça ne donnerait pas plus on va dire, d'indépendance à la justice d'être directement financée par le Parlement? Merci pour cette double question. Je vais répondre à la première, ébaucher une réponse à la deuxième et laisser Marie répondre complètement à la deuxième. Sur la première question, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le propos que j'ai tenu sur la primauté de la Constitution, ou maintenant des principes les plus fondamentaux de la Constitution, puisque la Cour constitutionnelle a fait évoluer sa jurisprudence sur le droit international, ne met pas en cause le fait qu'il y a des vaches sacrées. Et dans ce pays, on peut être critique de tout et de n'importe quoi, mais le législateur spécial a pris ses responsabilités. À l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il prévoit de manière très claire qu'on peut poser une question préjudicielle à tout moment sur la loi d'assentiment à n'importe quel traité, même des traités en vigueur depuis très très longtemps, par rapport à la Constitution, sauf la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels et les traités constituant l'Union européenne, c'est-à-dire les traités fondateurs de l'Union européenne au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition de la loi spéciale. Donc ça veut dire que le législateur spécial belge a consacré l'intangibilité absolue de ces instruments internationaux. Ils ne peuvent pas être mis en cause. Et ça devrait rassurer Jacques, qui est d'un naturel inquiet. Ça veut dire que le droit européen super néolibéral qui pourrait primer n'importe quelle disposition de la Constitution pourra être remis en cause par le mécanisme préjudiciel et par la Cour constitutionnelle. Donc, vous pouvez sur ce terrain-là être assuré. L'indépendance de la justice par le fait que le financement... d'abord, tous les budgets sont votés par le Parlement, déjà. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Les projets de budget sont établis par le gouvernement. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les parlements sont aux abonnés absents.
Ça, il ne faut pas se leurrer. Pour des raisons qu'on ne va pas développer, mais qui ont été esquissées dans mon exposé tout à l'heure. C'est clair que si l'on doit aujourd'hui revisiter Montesquieu, vous n'avez plus un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir juridictionnel. Vous avez 3 pouvoirs, probablement pas un contre-pouvoir, le pouvoir des médias sensu lato. Vous avez le pouvoir juridictionnel sensu lato aussi, et vous avez le pouvoir politique, où il y a en fait une assimilation de l'exécutif et du législatif, parce que son mode de fonctionnement fait que ce qui se passera peut-être en France cet après-midi est devenu l'exception infime du fonctionnement de toutes les démocraties parlementaires. Ce n'est pas propre à la Belgique. C'est-à-dire que de fait, c'est l'exécutif qui est aux manettes. Donc, je ne crois pas que ce serait la solution miracle. Par contre, et vous allez dire que je tape toujours sur le même clou, mais c'est par rapport à l'état de droit quelque chose qui me préoccupe. Vous avez un système qui a été conçu avec beaucoup de finesse, qui fait que vous avez une juridiction constitutionnelle. Jacques se plaignait à très juste titre des projets immondes de Netanyahou qui visent à remettre la Cour constitutionnelle israélienne au pas. Ça veut dire que tant en Allemagne qu'en Suisse, qu'aux États-Unis, qu'ici, il y a une juridiction qui est au-dessus de toutes les autres et qui est pensée à la fois dans ses compétences et dans sa composition pour exprimer une sensibilité qui est celle de la juridiction au-dessus de toutes les autres. Et on peut être déçu, fâché sur tel arrêt de la Cour constitutionnelle, mais depuis toujours, elle remplit fondamentalement son ouvrage, a pu à certains moments être un peu complaisante avec le pouvoir, c'est vrai, mais à d'autres moments a poussé très loin, notamment sur le plan éthique, sa jurisprudence, et elle a été novatrice. Il n'en demeure pas moins que c'est la juridiction suprême, et que le système devrait garantir qu'elle remplisse ce rôle. Dans les faits, la Cour de cassation, de manière systématique, alors qu'elle est tenue par la loi spéciale, par la loi, c'est exactement la même problématique que celle qu'on évoque avec les décisions de justice inexécutées, refuse d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel, estimant grande coquette ancienne que c'est elle la juridiction la plus importante du pays. Mais ça a des conséquences très concrètes. On peut évoquer, certains d'entre vous le connaissent, un arrêt total. La Cour constitutionnelle explique à propos de la loi sur la compétence universelle, qu'il faut traiter de la même manière un réfugié politique qu'un Belge, quelqu'un qui a la nationalité belge. Ça part à la Cour de cassation, qui dit « Ah oui, la Cour constitutionnelle l'a dit, mais la loi ne le dit pas, et donc je déclare la plainte du réfugié politique irrecevable. » C'est exactement, à la virgule près, la même problématique que celle qu'on dénonçait par rapport au caractère séditieux de l'exécutif. Autrement dit, il faut aussi regarder dans son jardin, et le pouvoir dit judiciaire, pas l'ordre judiciaire, en effet, le pouvoir judiciaire, à son sommet en tout cas, se caractérise par des dérives qui sont exactement celles qu'il dénonce à juste titre dans le chef de l'exécutif. Je voudrais juste ajouter sur ce point que, en étant un peu... Alors effectivement, ça reste peut-être un peu symbolique, mais en tout cas, dans nos revendications, les 6 revendications de l'état de droit, avec toutes les plateformes et les institutions et les barreaux, figure la demande d'effectivement, comme pour le Conseil d'État, comme pour, je pense, la Cour de cassation, mais une dotation parlementaire avec un contrôle de la Cour des comptes, parce que Maître Total dit que tous les budgets sont votés par la loi. Oui, mais enfin, ici, la différence, c'est que le ministre de la Justice, on a très peu, nous, de vision. C'est difficile de savoir le budget de la justice, ça englobe quoi, puisque c'est très opaque. Et si on avait un budget dans le cadre de la loi de gestion autonome qui a été votée le 18 février 2014, mais qui, contrairement à son nom, va faire une gestion qui est peu autonome, puisqu'il y a une grande subordination au ministre de la Justice qui reste, eh bien, il y a une contre-proposition du collège des cours et tribunaux de l'époque, qui avait une contre-proposition et qui indiquait qu'il sollicitait effectivement un budget, une dotation qui soit votée par le Parlement, avec contrôle de la Cour des comptes, mais dans lequel l'exécutif ne devrait pas s'immiscer. Alors effectivement, ça ne réglera pas le problème de l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, mais ça permettrait quand même d'autres
d'autres jeux, d'autres interactions, et effectivement d'être aussi auditionné, que ce soit les collèges et les représentants du monde judiciaire qui s'expliquent devant le Parlement sur ces questions et pas comment on appelle ça, un article du budget qui est noyé dans la masse et sur lequel nous-mêmes on n'a pas de vision. Alors, je me sens un peu tenue de défendre la primauté du droit de l'Union européenne. Évidemment, je plaide pour ma chapelle. Mais peut-être juste pour redire certains éléments, mon exemple étant le fait que c'est remis en cause par une juridiction constitutionnelle. Donc là aussi, je pense qu'on peut poser la question, est-ce que c'est à ce moment-là, par rapport à des affaires internes, qu'une juridiction doit remettre en cause un principe de droit européen, étant entendu que ce principe ou que les règles qui bénéficient de la primauté peuvent être discutées. Aujourd'hui, le lieu de cette discussion n'est tout simplement plus national, il est au niveau européen, où là, il y a d'autres mécanismes qui existent, et notamment des juridictions qui sont là aussi, en principe, indépendantes et impartiales. Et que si, effectivement, au niveau, mais pas que de la Belgique, de pas mal d'États membres de l'Union européenne, il y a une forme d'intangibilité des traités européens, ces traités n'imposent pas nécessairement une politique néolibérale. En revanche, si on veut faire partie du club européen, c'est très clair, il faut respecter les droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme en particulier, être un État de droit et une démocratie. Ça, c'est clair dans les traités. Donc aujourd'hui, évidemment, même si on peut discuter de plein de choses au niveau de l'Union européenne, en revanche, un intangible au niveau de l'Union européenne, comme ça peut l'être au niveau du Conseil de l'Europe, c'est qu'il faut être un État de droit pour être un État membre de l'Union européenne. Le problème aujourd'hui, c'est que même si on n'est plus un État de droit au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de mécanisme pour sortir cet État de l'Union à partir du moment où il ne remplit plus les conditions. Et puis peut-être pour revenir sur un exemple qui a été évoqué avec l'exemple israélien, je pense que même plus près de chez nous, de l'autre côté de la frontière linguistique, il y a quand même pas mal de choses à dire, puisque sans évidemment se revendiquer de l'exemple israélien, il y a quand même une proposition actuellement discutée, lancée par la NVA, d'instaurer aussi un recours populaire devant le Parlement, alors on ne sait pas très bien, fédéré, fédéral, mais en tout cas devant un Parlement, à l'encontre de certaines décisions qui seraient prises par la Cour constitutionnelle. Je pense aussi qu'aujourd'hui, outre tous les problèmes d'exécution des décisions, on est dans un climat où des attaques vis-à-vis du pouvoir judiciaire sont de plus en plus assumées et décomplexées, alors même qu'une telle proposition, dont en définitive on parle relativement peu de notre côté, est vraiment une attaque frontale contre tous les principes de l'état de droit et contre le pouvoir judiciaire en particulier. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. Je pensais évoquer cette proposition NVA, donc qui est en gros la même chose que ce que essaie de faire ou ce que va faire Netanyahou. Et pour répondre à Marc qui n'est plus là, mais c'est ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de quoi être rassuré. C'est pas parce que la Constitution dit attention, en tout cas, la loi spéciale a reconnu que certains traités, on ne pouvait pas y toucher. Excusez-moi, on y touchera si on veut y toucher, ou on n'y touchera pas, mais on ne les appliquera plus. Et la proposition NVA va dans un sens qui remet totalement en cause une série de garanties fondamentales. Le discours ambiant qui, se déplaçant de l'extrême droite, arrive au centre en France, où on remet de plus en plus souvent en cause la légitimité de la Cour européenne des droits de l'homme. L'Angleterre, certains Anglais croyaient qu'avec le Brexit, ils allaient quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont été très déçus d'apprendre que ce n'était pas la même institution. Et on a des attaques très violentes à l'égard de certains arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, il ne faut pas du tout être rassuré. L'époque n'est pas à être rassuré. Je dois dire que ce midi en est la preuve. Quand je vois le nombre d'étudiants en droit intéressés par l'état de droit, alors c'est toujours la même chose. Les pauvres qui sont là se font engueuler quasi. Ne vous méprenez pas sur mon propos. Je suis effaré de voir cet auditoire à 2 tiers vide. On vient à l'UNIF. Des étudiants sont là, ils doivent juste... Ah oui, c'est l'heure du midi, il faut quand même faire un petit effort. Mais encore, s'ils mangent le sandwich... Et vous n'avez quand même qu'une poignée d'étudiants qui viennent s'intéresser à l'avenir de l'état de droit. Voilà de quoi très fortement inquiéter le juriste et de se dire, mais si ça ne les intéresse pas, s'ils n'en sont pas plus préoccupés,
ben, ils seront des bons petits soldats, comme d'autres juristes, et Eddy a tout à fait raison, hein. Toutes les dictatures ont une presse et une justice avec des juristes au service. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas indépendante et impartiale. Mais je suis très inquiet et très déçu quand je vois le peu d'intérêt que les jeunes juristes, les juristes en formation, ont pour l'avenir de l'état de droit. Il y aura incontestablement encore une question, si je me permets quand même encore de lancer une balise à la mer, hein, en accompagnant cela. D'une part, évidemment, c'est que je pense que le meilleur garant de l'état de droit est aussi la société civile, et que ce qui se passe en Israël à cet égard est quand même aussi à souligner, hein, ça ne passe pas comme une lettre à la poste, et les manifestations à cet égard doivent être soulignées et respectées. Par ailleurs, les instances européennes sont loin d'être exemptes et de se tenir elles-mêmes à leurs propres droits, hein. C'est vrai que cette proclamation sur le respect des droits fondamentaux fait partie des exigences à l'entrée. Puis-je quand même rappeler que nous avions somptuairement oublié l'une d'entre elles en admettant l'Autriche en son temps dans nos rangs, à qui on n'avait pas demandé. Contrairement, on s'en est rendu compte après, quand c'est les pays d'Europe centrale qui ont été candidats, on n'avait pas demandé à l'Autriche de démanteler dans son droit interne la criminalisation de l'homosexualité qui faisait toujours partie de son droit commun, et qu'on ne s'en est rendu compte que fort tard. Donc comme quoi l'exigence fondamentale du respect des droits fondamentaux, y compris sur l'orientation sexuelle, ne semblait pas les préoccuper fondamentalement. Mais bon, ceci pourrait nous éloigner des choses, mais ça veut dire aussi que lorsque l'ordre politique menace l'état de droit, la seule société civile reste le dernier rempart. Qui souhaite voir le micro arriver jusqu'à lui? Voilà, Wael. Bonjour, Dico, j'ai une petite question. On parlait de la société civile. En fait, est-ce que le fait qu'on ne respecte pas et qu'on n'exécute pas les jugements, ça peut être une cause d'excuse ou une justification pour des actes de désobéissance civile? Je pense notamment à l'occupation des bâtiments qui est en cours pour des exilés et qui est soutenue du coup par toute une partie de la population belge. Et voilà, je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ces actes citoyens. Vous plaidez ou comment allez-vous juger d'éventuelles plaintes à cet égard? Si c'est la question de la désobéissance civile qui est évoquée, c'est évidemment une des réponses possibles de la société civile, avec toutes les difficultés qu'elle présente et le courage qu'elle nécessite pour ceux qui s'en revendiquent. J'observe, et je reste pessimiste, j'observe que quand on dit que le dernier rempart, lorsque le politique dérape, c'est la société civile, et Eddy a tout à fait raison d'évoquer les manifestations en Israël. On peut évoquer à un autre niveau les manifestations en France par rapport à la réforme des retraites. J'observe que lorsque le dernier rempart se met en route, en parallèle se développent les violences policières, et de façon beaucoup plus grave qu'il y a quelques années, et de façon beaucoup plus grave et beaucoup moins sanctionnée. Et les politiques ne sont plus dérangés par ces violences. Et donc, il faut se rendre compte que l'état de droit, là aussi, fait défaut. Lorsque la réponse à l'action de la société civile, c'est une réponse violente, on l'a vu en France avec les Gilets jaunes, mais on peut le voir en Belgique à toute une série d'autres occasions où le moindre dérapage est prétexte à des violences policières. Ça n'est pas rassurant. Et donc, en réalité, on a deux mondes qui commencent à s'affronter. Et donc, un monde qui est prêt à remettre en cause l'état de droit en Belgique parce que NVA n'en peut plus de décisions de certains juges activistes. Les juges activistes, c'est ceux qui appliquent la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, et un monde qui trouve que la violence policière n'est plus nécessairement illégitime dans toute une série de cas, et puis une société civile. Mais vous voyez à quel point on crée un schisme au sein de la société. C'est ce que moi, je ne suis vraiment pas spécialiste d'Israël, mais c'est ce que les observateurs internationaux constatent à présent d'Israël, en disant il y a effectivement une révolte de la société civile, mais il y a quand même une grande partie qui soutient la politique du gouvernement. Et donc, on a deux sociétés totalement séparées. Je crains que c'est vers ça que nous nous dirigeons dans l'ensemble des pays démocratiques. Merci. Mais la seule question, remarque que ça évoque, que votre question évoque,
c'est le fait que donc, la désobéissance civile, effectivement, à un moment, il n'y a plus que ça. Mais, enfin, sauf là, ça reste encore un des derniers recours. Donc la désobéissance civile étant un refus assumé, public, non violent de respecter certaines normes ou décisions. Mais sans avoir la réponse à la question, ça évoque quand même le fait que du coup, ça renvoie la question au juge de nouveau, puisque que ce soit la question, j'ai vu qu'il y a une expulsion en cours, et donc on saisit le juge de paix, ou que ce soit au niveau pénal du ministère public, qui va amener éventuellement les gens devant le juge, mais finalement, c'est le juge qui va devoir trancher, et qui se retrouvera paradoxalement. On est dans un cercle où on aggrave encore cette situation, puisque soit le juge botte en touche et dit non, on ne pouvait pas enfreindre la loi, et finalement les gens repartent déçus dans le système des institutions en disant mais il y a quand même une injustice viscérale dans cette situation. Soit le juge assume et donne raison aux personnes de la société civile qui vont à la désobéissance civile, et donc il renforce encore l'idée et la critique facile de dire ben voilà, le juge activiste, le juge politique, le juge sort de son rôle, le juge, et donc voilà, ça ne répond pas à votre question, mais ça illustre un paradoxe qui n'est pas très rassurant non plus. Ce que tu me dis me fait penser deux petits exemples pour montrer que le juge, effectivement, sera le dernier à trancher, mais ce n'est pas simplement dire « oh non, vous ne pouvez pas faire de la désobéissance civile » ou être laxiste et dire « oui, vous avez raison ». C'est que le juge, et c'est ça la richesse du droit et l'intérêt du droit, va pouvoir trouver par des dispositions normatives qu'il peut convoquer des solutions à ce problème. Je songe au décrochage du portrait de Macron, qui est un délit en France. C'est quand même incroyable que décrocher le portrait de Macron est un délit. Et donc, des activistes ont été poursuivis parce qu'ils avaient décroché le portrait de Macron dans une maison communale, dans une mairie. Et ils ont été acquittés en première instance pour état de nécessité, qui est une cause d'excuse en droit pénal bien connu, qui vraiment, c'était compliqué de dire qu'ils étaient dans un état de nécessité qu'ils devaient absolument décrocher, sinon... et donc, là, je dois dire, le juge a un peu dérapé. Mais en appel, ça a été en appel, et la cour d'appel en France, enfin, je ne sais plus c'était quelle cour d'appel, peu importe, a dit c'est de la liberté d'expression. Ils ont le droit, c'est protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, évidemment, c'est de l'expression, on comprend bien que c'est une phase. Et l'autre affaire, c'est des manifestantes, des Femen, dont une manifestante qui s'était dénudée la poitrine et avait été poursuivie pour attentat à la pudeur et avait été condamnée. Et puis, elle a introduit un recours. Et là, à nouveau, et ça, c'est la Cour de cassation de France, peut-être un petit peu plus progressiste que notre Cour de cassation. La Cour de cassation de France a dit ça relève de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, liberté d'expression. Et donc, la contestation, la désobéissance civile, tant qu'elle ne verse pas dans des infractions graves ou dans de la violence, pourra souvent se revendiquer des articles 10 et 11 de la Convention européenne, liberté d'expression, liberté de manifester pacifiquement, dit la Convention. Mais donc, ça, c'est la richesse qu'a le juge, la force qu'a le juge, c'est de convoquer ces arguments-là, et parfois de façon extrêmement inattendue, mais ça, c'est l'imagination au pouvoir qui permet au juge de trouver des solutions qui, pour finir, sont acceptées. Quand la Cour de cassation de France accepte la solution, c'est qu'elle n'est pas totalement dénuée de fondement. Je dirais les juges, mais avec souvent le soutien des avocats qui amènent des solutions. Toujours. Oui, d'accord. Enfin bon, ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire que le rôle créatif des avocats est essentiel et parfois pas assez souligné dans le débat qu'on a aujourd'hui. Merci Marie. Y a-t-il encore... Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. Non, tout d'abord, moi, je ne suis pas du tout avocate ni juriste. Je suis amie d'une avocate qui m'a conviée à cette réunion, donc je suis arrivée en retard. Ce n'est pas pour rassurer, mais pour dire que malgré le fait qu'il y ait visiblement peu étudiantes en droit, il arrive que par Facebook, les liens, les machins... Enfin, moi, je suis metteuse en scène, je travaille sur un texte qui s'appelle « Les lois ». Bref, ça m'intéresse pour mon métier, mais ça m'intéresse aussi en tant que citoyenne. Et dire aussi, je crois, enfin ça c'est mon côté optimiste, mais il n'est pas toujours là, mais que des ponts peuvent se faire. Que parce que telle personne aujourd'hui va être dans la salle et va relayer cette conférence, peut-être des choses vont avancer.
Alors, si j'ai une question, mais je remercie mademoiselle pardon, mademoiselle. Voilà. Mais sur cette question de la désobéissance civile ou de vous renvoyer les questions, parce que quand j'entends voilà, le dernier rempart, et heureusement qu'il est là, c'est la société civile. Alors, je fais partie de la société civile. Et vraiment, c'était très gentil, mais une fois, j'ai eu une matraque contre mon ventre. Cette matraque n'a rien fait. Mais avant même d'espérer, et ça fait beaucoup de bien d'entendre vos mots d'activistes, de gens rouges. À une époque, on vous aurait appelé les juges et les avocats rouges, j'imagine. Mais quand on parle de la créativité des magistrats, des avocats, des avocates, c'est ce qui fait très plaisir. Et c'est-à-dire que moi, avant d'espérer cette créativité dans un jugement, par exemple, là, je vais aller prêter main forte, je l'espère, demain au rassemblement qui a lieu avec Hadès. Et ben avant cette créativité-là, il y a des gens avec des matraques qui ont donc la légitimité de la violence en LE. Et donc, je me demande juste, alors peut-être pardon, je suis arrivée donc en retard, comment on peut créer des liens, enfin avant de se dire vous nous protégerez ou pas, ou les collègues, les confrères, consoeurs, comment dire, défendront peut-être ou pas des cas. Bon, en tout cas, moi, je suis aussi française. C'est un pays où c'est aussi des mains, des yeux, des parties du corps qui sont perdues à vie. Bon, voilà, je vous passe sur les inquiétudes de mon propre pays, mais parce que je vis en Belgique depuis un certain temps et je découvre ce qui se passe donc en Flandre. Donc, ma question serait, puisque je viens aussi d'un pays qui sort dans la rue, qui se fait quand même taper, mais pas comme dans d'autres pays, voilà. Est-ce que des choses, du côté flamand, est-ce que vous avez des confrères, des consoeurs, vous savez si des choses sont en train de se mettre en place, si déjà, à notre échelle, même n'étant pas, disons, néerlandophone, des choses sont possibles, des actions sont en train de se mettre en place pour réagir, disons, à échelle nationale, régionale, sur cette question-là au moins. Je vous remercie. Merci pour cette interpellation. Eh bien, je vais essayer d'être très brève comme réponse. Ce soir, 20h, à Anvers, dans le cadre, il y a une conférence miroir à celle qu'on organise aujourd'hui, qui est organisée par la même plateforme, mais plus pratiquement par son pendant néerlandophone, les associations de magistrats, les juges de paix, enfin voilà, les associations là-bas, les ligues des droits humains là-bas aussi. Et ils organisent une conférence à Anvers où le thème rejoint celui d'ici, mais est un peu différent, le rôle actif du juge. Parce qu'il faut savoir que l'ANVA, pour ne pas la citer, qui est porteuse de ce projet dont Jacques a parlé, il reproche au juge toujours d'avoir un rôle trop actif et d'interpréter les lois ou les normes et de ne pas les appliquer telles qu'on les avait vraiment imaginées quand on les avait faites. Et donc, c'est en ce sens-là que cette question est beaucoup plus présente dans les médias. Et je trouve aussi que sociologiquement, c'est quand même intéressant que notre action commune se décline en fait sous deux aspects. Aujourd'hui, en français, on parle de l'inexécution des décisions de justice, mais nos collègues néerlandophones, très, très au fait de cette problématique, et je ne dis pas qu'ils s'en désintéressent, mais ils disent que dans le débat public en Flandre, ça pose beaucoup moins question. Et donc, eux ont préféré axer le débat sur un autre aspect, mais finalement, enfin, je veux dire, pratiquement, c'est souvent la même question. Les jugements qu'on n'exécute pas, c'est les jugements qu'ont rendus des juges activistes ou ceux qui dérangent. Encore qu'ici, dans le cas de la procédure d'asile, on s'éloigne même de cette question-là. Mais enfin, souvent, c'est l'argument qui est invoqué. Et donc, oui, des ponts, en tout cas, entre nous, alors à ça, on peut ajouter la question de la possible défédéralisation de la justice qui va encore simplifier les choses. Mais en tout cas, je pense qu'on est plusieurs ici, et je remercie tous les partenaires, les avocats PMBE, l'UPM, l'Union royale des juges de paix et de police, la Ligue des droits humains, tous ceux qui sont là aujourd'hui, parce qu'on a vraiment, c'est assez rare, mais on a réussi à se mettre ensemble
néerlandophones et francophones, et germanophones, puisque notre carte blanche qui est parue dans la presse aujourd'hui est aussi parue dans la presse germanophone. Et donc on montre une unité, et tout en cas, entre nous, on essaye de maintenir des ponts, et ça, je pense que c'est déjà une belle victoire de notre journée. Un dernier rapide petit mot pour vous remercier. Je vous souligne 2 affaires, et pour qu'elles soient peut-être, non pas moins polémiques, mais qu'elles puissent aussi porter à réflexion, je vais évoquer 2 dans le champ français. La première, c'est une décision qui, à mes yeux, y compris de citoyens et de journalistes, est intéressante. C'est lorsque le Conseil constitutionnel français crée littéralement un droit et un devoir de fraternité dans le cadre des affaires et des interpellations qu'on appelle Cédric Herrou, mais qui sont aussitôt battus en brèche par l'exécutif macronien qui ne respecte pas ce devoir de fraternité totalement mis au point par le Conseil constitutionnel. À ce passage, je vous signale aussi, tant qu'on y est, que le Centre d'action laïque en Belgique inscrit en haut de son programme pour les prochaines élections l'introduction dans notre droit positif d'un même devoir de fraternité en droit belge. Par ailleurs, je voudrais vous évoquer une affaire qui va connaître à nouveau un rebondissement ce vendredi, c'est l'affaire Vincenzo Vecchi. L'affaire Vincenzo Vecchi en France est une affaire très interpellante. C'est un altermondialiste italien qui a participé au sommet de Gênes en son temps, a été arrêté sans que l'on puisse démontrer dans son chef en particulier une quelconque dégradation ou une quelconque volonté de dégradation. Il est néanmoins poursuivi par la justice italienne au nom d'une loi fasciste prise à l'époque de Mussolini sur déprédation et pillage, chose qui n'existe pas en droit français. Et malgré 3 décisions de cour et de cours d'appel successives en France qui lui reconnaît le droit de ne pas être extradé sur base d'une loi qui n'existe pas dans le droit français, à chaque fois, l'exécutif repose de façon différente la question. Nous verrons si le dernier avatar possible vendredi se résoudra à nouveau par une confirmation de ses droits fondamentaux ou s'il sera effectivement par perversion, on peut dire ici, d'un exécutif qui a promis à l'Italie son extradition, s'il sera extradé. Ceci, je pense, illustre bien aussi, au plus haut niveau, ce que vous aviez décidé de mettre à l'ordre du jour ce midi. Merci, il faut qu'on laisse place au cours, parce que malgré tout, ils existent. Merci à vous. Et des séquences existeront filmées sur ce qui a été dit aujourd'hui.